Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 18e épisode de la saison 5 de Tranche de couple pour notre maintenant traditionnel mais toujours important Pride Podcast. On commence toujours par vous remercier du fond du cœur pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à faire progresser l'audimat, comme on dit, du podcast et à nous donner encore plus envie de vous proposer ces tranches de vie et d'actu régulièrement. Alors Max, on commence sans transition par une première rubrique d'actu qui concerne un peu une vision du monde de ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée pour les droits et les personnes LGBTQI+. Puisqu'aujourd'hui, je propose que l'on s'en tienne à un acronyme, il y en a beaucoup, mais voilà, ce sera peut-être plus simple pour nos auditeurs d'en utiliser qu'un seul. Merci Guillaume. Effectivement, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, qui était célébrée le 17 mai dernier, un article assez bien fait du journal La Croix fait le point sur les pays dans lesquels la législation a été durcie à l'encontre des LGBTQIA+. Et c'est en particulier le cas en Afrique et en Asie, à rebours des mouvements plus ouverts observés en Europe et en Amérique du Nord en particulier. Alors pour vous donner un aperçu général, il est bon de rappeler que si quelques pays ont récemment décriminalisé l'homosexualité, comme l'Inde par exemple, dans 60 pays, c'est toujours un crime punissable de la peine de mort dans 10 d'entre eux. Donc quand même, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Et c'est pas seulement une peine théorique, la peine de mort, puisque l'année passée, on a encore vu plusieurs peines de mort et lapidations, comme en Afghanistan. Alors comme le raconte la journaliste Vinciane Joly dans La Croix, depuis quelques années, on observe en fait un durcissement de la législation à l'encontre des homosexuels dans plusieurs pays, en particulier donc en Afrique et en Asie. Ainsi, plus de la moitié donc des 67 pays qui criminalisent les relations homosexuelles sont sur le continent africain, avec, on le constate, un accroissement des lois discriminatoires dans au moins 12 pays ces dernières années, selon Amnesty International, qui a diffusé un rapport au début de l'année 2024. Donc le Ghana est le dernier pays en date qui a adopté en février dernier une loi durcissant la répression de l'homosexualité. Toute personne appartenant à la communauté queer risque désormais jusqu'à 3 ans de prison et dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 5 ou 10 ans. Au printemps 2023, c'était l'Ouganda qui avait adopté une loi prévoyant la prison à perpétuité en cas d'acte homosexuel et même la peine de mort en cas de récidive. Alors du côté de l'Asie, si l'homosexualité est assez largement dépénalisée, excepté au Moyen-Orient, elle reste illégale au Bangladesh et en Birmanie et sévèrement réprimée en Afghanistan, au Pakistan, en Malaisie, dans la province d'Aceh en Indonésie où on applique la charia, au Brunei et en Papouasie, Nouvelle-Guinée. La mobilisation de la communauté internationale peut parfois avoir un effet. Par exemple, le sultanat de Brunei a instauré un moratoire suite aux remontrances internationales après l'instauration de la peine de mort par lapidation pour punir l'homosexualité. Donc ça, c'était en 2019. Du côté de l'Amérique latine, récemment, au Pérou, il y a une décision selon laquelle les personnes transgenres, non-binaires ou intersexuées sont désormais considérées comme des maladies mentaux. Et on ne reviendra pas sur le cas de la Russie où la répression à l'encontre des minorités sexuelles reste très forte. Alors ça nous rappelle que rien n'est acquis et ça explique aussi pourquoi la visibilité et la revendication des droits continuent d'être aussi importantes, parce que parfois dans nos pays occidentaux, on entend souvent pourquoi est-ce que vous continuez à revendiquer des droits, finalement vous avez à peu près les mêmes droits que tout le monde, mais on le fait aussi parce que c'est important, d'une part parce qu'on voit des régressions, mais d'autre part aussi parce que ça reste un crime dans de nombreux pays dans le monde, et ça a aussi un impact sur le fait que des personnes queer veulent fuir leur pays et essaient de se réfugier dans des pays où ils peuvent être eux-mêmes, d'où la migration de certaines personnes en raison de leur homosexualité, pour faire simple.
Bon, heureusement, plus près de chez nous, mais hors de l'Union européenne, on saluera la décision du Parlement du Liechtenstein le 16 mai dernier d'approuver le mariage pour tous. La loi devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2025, sauf veto du prince, et il paraît que le prince est particulièrement conservateur, donc on verra. Il y a aussi la possibilité, selon la loi du Liechtenstein, de faire un référendum, donc affaire à suivre. Affaire à suivre, donc Max, peut-être que c'est l'occasion de nous parler de la petite brève sur justement tous ces pays qui, depuis juin 2023, ont introduit dans leur législation le mariage homosexuel. Et oui, Guillaume, puisque eh bien, dans l'année qui s'est écoulée, depuis notre dernier Pride Podcast, il y a plusieurs pays qui ont introduit le mariage pour les couples du même sexe. Donc la Grèce, Evcharisto, l'Estonie, j'ai pas traduit, le Népal et, comme je le disais, le Liechtenstein. Alors bienvenue, et attention, bien oui, le déluge reste proche. Coucou la manif pour tous. Et notons également que la Thaïlande a un projet similaire en préparation. Ce sera peut-être pour le Pride Podcast 2025. Ah bah oui, non mais c'est sympa, il faut nous en garder. Hein. Mais sachant que dans l'Union européenne, on n'est pas encore à 27 États membres, donc il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Absolument. Et d'ailleurs, ça nous fait une petite transition. Guillaume, c'est toi qui nous fais le point sur l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'actu LGBTQIA+. Au sein de l'Union européenne, c'est toujours en ordre dispersé qu'avancent ou reculent les droits des personnes LGBTQIA+. Petit florilège d'une année passée de haut et de bas sur le sujet. Alors les derniers chiffres de l'Eurobaromètre, le plus récent, sont les suivants. 69% des Européens, des habitants de l'Union européenne seraient en faveur du droit au mariage pour tous et toutes, Champagne. 72% acceptent les relations entre personnes du même sexe, merci, et 76% sont favorables à l'égalité des droits pour tous les couples. Et le 24% qui restent sont globalement soit ignorants, soit... Bon, je n'en dirai pas plus. Signature donc dans le cadre de la journée internationale pour les droits des personnes LGBTQIA+, dont Max nous a déjà parlé, le 18 mai dernier par 17 mai, par 18 pays membres de l'Union européenne, à l'initiative cette année de la présidence belge du Conseil, de la déclaration sur la protection des personnes LGBTQI+. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont mentionnées dans cette déclaration au sein de l'Union européenne. On constate des reculs avec notamment l'absence cette année de l'Italie qui avait jusqu'alors, depuis 2021, signé la déclaration chaque année, plombée par l'élection de la mussoliniste Giorgia Meloni. L'absence habituelle d'un bloc de l'Est, pauvre élargissement de 2004, comprenant notamment la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie. Que des gens bien en somme. Mais on constate la signature cependant de 3 pays en plus par rapport à 2023. Il y en avait 16 en 2023, il y en a 18 cette année. La Pologne, l'Espagne et la Grèce. Donc le contenu de cette déclaration, dans un contexte où les droits, là où ils existent, des personnes LGBTQIA+, sont toujours plus menacés, les violences sont en augmentation. L'Union européenne doit plus que jamais jouer un rôle moteur pour les protéger. Notons le changement dans la sémantique de priorité pas très rassurant. On doit désormais protéger en priorité les droits qui existent plutôt que de faire avancer de nouveaux droits. Et les faire donc évoluer quand on peut positivement, là où c'est possible. La déclaration appelle les États signataires, je cite, à réaffirmer leur implication à faire avancer l'égalité et à prévenir et combattre les discriminations, en particulier celles basées sur l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles et l'orientation sexuelle. Améliorer les dispositifs de protection légale et la reconnaissance des droits fondamentaux, notamment, mais pas seulement ceux basés sur l'application du droit européen. Améliorer la protection des personnes LGBTQIA+, en ligne et dans la vie de tous les jours. Soutenir le travail sur l'acceptation sociale de ces personnes, notamment au regard des menaces qui pèsent sur le mouvement. Assurer un accès égal et adapté aux services de santé pour toutes ces personnes. Proposer un statut légal pour les couples de même sexe tel que demandé par la Cour européenne des droits de l'homme. Adapter les législations nationales en ligne avec la stratégie d'égalité pour les personnes LGBTQIA+, de la Commission. Protéger les organisations, associations et individus qui défendent les droits. Soutenir la nomination dans la prochaine commission d'un commissaire pour l'égalité. L'occasion de rappeler l'initiative de la Commission européenne, donc, dont vous avez déjà entendu parler dans ce podcast l'an dernier, pour créer un certificat européen de parentalité pour les familles LGBT.
une initiative qui aurait dû prendre effet en décembre 2023, mais qui est naturellement ralentie par la Pologne, même si je n'ai pas d'infos récentes suite au changement de gouvernement, et peut-être que le pays signataire de la déclaration dont nous avons parlé plus haut a changé d'avis, et naturellement la Hongrie, puis sans doute une kyrielle d'États arrivés à l'élargissement dans les différents élargissements depuis 2004. Et alors que la Pride de Bruxelles a rassemblé plus de 200 000 personnes ce samedi 18 mai, on y reviendra, un article de l'agence Belga nous rappelle tristement combien l'extrême droite représente une menace immédiate et directe pour les personnes LGBTQIA+. C'est le cas en Hongrie depuis longtemps, c'est désormais le cas également en Italie avec une croisade du gouvernement en place contre les maigres droits qu'avaient acquis les personnes LGBTQIA+, dans le pays, et en particulier les familles qui pourraient rétroactivement perdre leurs droits parentaux sur leurs propres enfants. Ouais, un scandale, et ça montre bien que effectivement, c'est pas parce que tu as des avancées de certains droits que ceux-ci ne peuvent pas être remis en question, et en particulier à l'aube d'élections législatives dans certains pays et des majorités qui peuvent changer. Eh bien, on peut voir que les choses évoluent. Alors, ça peut aller dans un sens positif, comme en Pologne, par exemple, mais ça peut aussi aller dans un sens plus difficile, plus compliqué, comme en Italie, ça a été le cas. Et on peut se poser la question, quid d'un Parlement à majorité Rassemblement national ou d'extrême droite ou de combinaison des extrêmes. C'est quelque chose qui paraissait très France. loin il n'y a pas si longtemps que ça et qui ne l'est plus, puisque le dernier pays à avoir succombé à l'extrême droite, disons-le, c'est les Pays-Bas, qui viennent de nommer d'ailleurs après 6 mois après les élections un gouvernement qui sera mené en tout cas de coalition, un gouvernement de coalition, mais qui sera mené par l'extrême droite. Et voilà, et pourtant, les Pays-Bas ont été plutôt les champions des droits pour la communauté queer, donc on espère qu'ils ne viendront pas détricoter tout ça. Bon, on voulait aussi se féliciter, petite brève autour des Jeux Olympiques, Guillaume. Tout à fait. Alors on voulait se féliciter, vous savez que la flamme olympique est arrivée à Marseille en grande pompe, portée sur le Bélème depuis la Grèce. Grand ramdam avec grand Raoult, si j'ose m'exprimer ainsi, avec la patrouille de France, avec toutes les huiles essentielles, n'est-ce pas, rassemblées pour cette arrivée. Et puis un événement finalement très populaire, puisque plus populaire même qu'attendu par les organisateurs. Et alors un événement populaire dans lequel les organisateurs des Jeux Olympiques essayent d'impliquer des personnes représentant la société française. Et pour la première fois de l'histoire de la flamme olympique, cette année, il n'y aura non pas une, non pas deux, mais 3 drag queens qui vont porter la flamme olympique, ou qui ont porté la flamme olympique, en l'occurrence, à différents moments. Le 11 mai dernier, c'était la queen Miss Martini qui a ouvert le bal à Digne-les-Bains, en perruque violette spectaculaire, maquillage sophistiqué, je cite un article de Paris Secret, étalon au rose bonbon. Et puis le lendemain, c'est une des drag queens les plus connues de France, Nicky Doll, qui est aussi présentatrice de Drag Race France, qui a porté la flamme dans les Bouches-du-Rhône. Elle a dû, comme sa prédécesseur, porter la tenue officielle, mais elle n'a pas renoncé ni au talon, ni à la perruque, pour le grand plaisir de ses fans. Et puis à Paris, ce sera Mini Majesté qui portera la flamme le 14 juillet prochain. Pour l'instant, on ne connaît pas encore son parcours ni l'heure du passage, mais affaire à suivre donc, est une belle image pour la communauté des drags que ces 3 drags qui portent la flamme olympique. Et oui, parce qu'on peut quand même effectivement saluer cette volonté des organisateurs. On sait que traditionnellement, la flamme, elle parcourt le territoire du pays qui accueille les Jeux Olympiques, mais ils ont choisi que ce soit pas seulement des sportifs qui portent la flamme, mais aussi, disons, des représentations de la France dans toute sa diversité. Et donc, c'est assez chouette qu'ils aient aussi approché des drags pour mettre en valeur l'art du drag en France. Tout à fait. Dernière brève, Max, avant de passer au point Belgitude, une brève sur le foot. Bah oui, c'est un sujet qui malheureusement revient régulièrement. Alors malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, que peux-tu nous dire sur le foot ? Un petit sujet malheureusement, si, récurrent. On a à nouveau des mauvaises choses à dire. On sait que l'homophobie dans le football, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet sur lequel on a du mal à mobiliser. Et donc cette année, on peut faire une mention spéciale à 2 joueurs, Mohamed Camara de Monaco et Mostafa Mohamed de Nantes, qui ont défrayé l'actualité. Le premier ayant barré avec du scotch blanc le logo pourtant discret en haut du maillot reprenant les couleurs de la LFP contre l'homophobie,
Et le second n'était tout simplement pas sur la feuille de match, après avoir déjà boycotté le match contre l'homophobie l'an dernier. Donc toujours pas de terrain d'entente sur le sujet, après des éditions agitées, notamment par le flocage arc-en-ciel du maillot, qui, vous comprenez, aurait pu transformer de pauvres hétéroboeufs en licornes à paillettes au milieu du match. Et oui, malgré un suivi en hausse, on est vraiment sur des actions à minima, tellement que SOS Homophobie s'est cette année désolidarisé de cette journée d'action. Et s'il est difficile de mettre tout le monde d'accord dans un milieu qui, on ne veut pas se mentir, reste conservateur, on aurait pu au moins espérer que la Ligue professionnelle de football soit plus précise dans ses sanctions, même si c'est franchement ridicule de devoir en arriver là, et que les joueurs, pourtant très enclins à promouvoir d'autres journées, notamment contre le racisme, dont on sait aussi que c'est un fléau, notamment parmi les supporters, eh bien, malheureusement, on est loin de la convergence des luttes. Dommage, car finalement, la discrimination, eh bien, c'est pour tout le monde. Merci Max pour cette avant-dernière actu. On a une dernière actu sur notre point... point Belgitude, point Belgitude, bah oui, traditionnel point Belgitude. Alors aujourd'hui, c'est le même sujet que l'an dernier. Ça nous permet de rappeler ce point Belgitude que la Belgique est cette année 3e au classement de l'ILGA Europe, malgré un score légèrement meilleur que l'an dernier où le pays était 2e, comme il l'a été depuis 2018. Alors ce classement regroupe comme catégorie l'égalité et la non-discrimination, la reconnaissance des familles, le taux de discours et crimes de haine, la reconnaissance des genres, l'intégrité corporelle des personnes intersexes, l'espace dans la société civile et le droit d'asile. La Belgique se distingue notamment dans la catégorie de l'espace dans la société civile, 6 sur 6, reconnaissance des familles, 10 sur 11, l'asile, 5 sur 6, mais est en retrait sur le taux de crimes et de discours de haine. Grosse performance pour la France? Non. Qui plonge de la 8e à la 13e place, après avoir été même à la 7e place en 2022. La faute, non pas finalement à un recul des droits existants, mais à l'immobilisme comparé à d'autres pays qui ont nettement amélioré leur arsenal, notamment législatif, en faveur des personnes LGBTQIA+, depuis l'année dernière. C'est déjà l'heure de passer à notre rubrique Vite Couple. Alors Vite Couple, il s'est passé plein de trucs, puis il y a des choses qui sont passées, on n'est pas trop au courant, on va aussi vous en parler. Vous allez être surpris. Première chose, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, samedi, nous avons partagé. Nous sommes allés à la Pride de Bruxelles. Alors on n'a pas vraiment marché parce qu'on n'a pas vraiment tout compris, comme ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut, on peut vouloir ou on veut pouvoir, c'est selon, aller à la Pride. Je sais pas, en ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est de se dire que, voilà, une fois dans l'année... C'est d'abord un moment de fête. C'est d'abord un moment de fête. C'est un moment où on se retrouve et où on peut passer un moment où il n'y a pas de pression, où justement... on vous l'a dit avant d'avoir fait son coming out, ou même lorsqu'on est dans des environnements où on ne veut pas ou on ne peut pas partager cette partie de soi-même. Il y a toujours un peu cette charge mentale et de se dire est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je mentionne que j'étais avec mon copain, avec mon mari, avec ma femme ou ma copine si on est lesbienne. Et du coup, là, il y a un environnement qui, par défaut, est un safe space, comme on dit, est un environnement où on peut se sentir complètement libre d'être qui on est. Et en général, c'est très festif. Mais c'est aussi un espace où la Pride, où on peut trouver des informations, on peut trouver du soutien, on peut trouver peut-être on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer, et peut-être qu'on y revient dans quelques minutes aussi sur ce point-là. Oui, tout à fait. C'était intéressant parce que la devise de la Pride cette année, c'était Safe for everyone, safe everywhere. En sécurité partout. En sécurité partout et tout le monde en sécurité. Et tout le monde en sécurité. Et donc ça montre assez bien l'importance aussi de se dire que dans ces grands événements, il y a aussi des gens qui peuvent ne pas se sentir suffisamment en sécurité pour y venir
et donc le besoin de mettre en place aussi des endroits où ces gens se sentent encore plus en sécurité. En tout cas, c'était vraiment une très chouette, malgré les polémiques, parce qu'il y a aussi des polémiques sur la Pride. J'avoue que j'ai un peu de mal personnellement à me faire une opinion sur le sujet. Il y a beaucoup de polémiques, notamment sur le fait que les partis viennent aussi défiler avec leurs chars. Alors effectivement, quand je vois la NVA, qui est un parti populiste de droite flamand, venir, alors ils n'étaient pas nombreux, hein, les pauvres, ils étaient 5 Pékins derrière le char, mais venir défiler avec leur propre char, ça me fait quand même un peu tiquer, parce que ce ne sont pas des chantres non plus des droits des LGBT, des personnes LGBTQIA+. C'est plutôt des partis qui sont pragmatiques et qui vont ne pas faire évoluer les droits qui ne vont pas revenir nécessairement sur les droits existants. Et encore qu'on voit notamment en Italie que c'est pas vrai. Il y a une vraie menace là-dessus aussi. On l'a dit aussi dans notre première rubrique Actu, mais qui ne vont en tout cas certainement pas promouvoir la lutte pour que ces droits augmentent. On a pu aller à une conférence lundi soir dernier à la Monnaie, où notamment il y avait un panel politique, et une des personnes interviewées était un député NVA homo. Comme quoi ça existe. Vivant à Molenbeek, il faut dire qu'il cumule les handicaps, le pauvre aussi. Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et tout ce qu'il a réussi à sortir au sujet c'était en néerlandais, donc je suis désolé Max, il a passé un moment un peu compliqué pendant la première partie de cette conférence, mais tout ce qu'il a réussi à nous sortir, c'était qu'en tant qu'homo, il fallait c'était surtout la faute aux populations vivant à Molenbeek ou à Schaerbeek, qui sont ou à Anderlecht, qui sont effectivement des quartiers très populaires de Bruxelles, avec une grande partie de la population, notamment immigrée. Voilà, on comprend que ça ne simplifie pas les choses. Après, réduire les questions des droits des homos, des personnes LGBT à ce seul facteur, c'est quand même un peu risible, et ça prouve aussi qu'en réalité, ils ne se changent pas vraiment de paradigme dans leur tête, quoi. Vous me direz, ça vaut aussi pour des partis comme le MR, qui est Mouvement Réformateur, qui est l'équivalent alors je vais faire hurler, mais des Républicains en France, même s'ils sont affiliés au parti de Macron à l'Europe, comme on dit en Belgique. Ils sont dans leur façon de voir les choses pseudo-libéraux, mais extrêmement conservateurs sur la majorité des sujets. Et c'est des gens je dis que c'est l'équivalent des Républicains, parce que quand la Belgique a passé les lois sur le mariage pour tous, et puis sur l'adoption en 2003 et 2006, c'est tous leurs députés à l'époque, tous leurs représentants ont voté contre, quoi. C'est des gens qui nous disent qu'ils ont évolué, mais en réalité, derrière le vernis, c'est toujours le même creux, le même vide, quoi. Exactement. Ouais, non, c'était un petit peu difficile d'être dans cette conférence où on ne parlait que flamand pendant la première partie. Mais néanmoins, voilà, c'est l'occasion, toujours autour de à la fois la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et toutes les discriminations, et puis aussi à l'occasion de la Pride à Bruxelles, d'avoir différents événements. Il y a eu une conférence qui s'est tenue aussi dans le cadre de la présidence, Guillaume le mentionnait tout à l'heure, dans le cadre de la présidence belge, à l'occasion de la remise du rapport de l'Agence pour les droits fondamentaux. Eh bien, c'est aussi l'occasion de mettre en avant certaines initiatives. Mais du coup, ça, j'y reviendrai peut-être à la fin. On peut tout à fait y revenir plus tard. Et du coup, on peut peut-être parler du village de la Pride ? Absolument, on va parler du village de la Pride, et on va même parler d'irréductibles belges, et pas que belges d'ailleurs, qui tiennent le stand du refuge. Et oui, parce que du coup, on a passé pas mal de temps, et j'ai passé un peu plus de temps que Guillaume, mais Guillaume a aussi été présent, parce que dans le cadre, vous le savez, je suis bénévole au Refuge, qui est une association qui accueille des jeunes adultes, soit qui ont été virés de chez eux, ou alors qui ne peuvent plus rester dans leur environnement familial parce que ça devient trop compliqué du fait de leur homosexualité, transidentité, ou
globalement tout ce qui tourne autour du fait d'être queer, mais aussi qui offre donc un hébergement, un accompagnement psychosocial à des personnes qui sont en procédure d'asile en Belgique et qui malheureusement se retrouvent face au même type de discrimination dans les centres d'asile ici en Belgique que celles qu'elles ont pu rencontrer lorsqu'elles étaient dans leur pays d'origine, puisque en général elles sont regroupées par, tous ces migrants sont regroupés par communauté des mêmes pays, et donc voilà, ils se retrouvent dans les mêmes situations. Et donc c'est l'occasion, la Pride chaque année d'avoir un stand pour communiquer sur le travail que fait le refuge, pour expliquer voilà ce que l'on propose, les différents types d'hébergements qu'on a. Donc aujourd'hui, le refuge dispose d'une maison d'accueil qui est financée par la COCOM, la région en gros bruxelloise, pour accueillir 14 jeunes adultes LGBTQIA+, et elle dispose aussi, avec sa structure de Cadal, il va y avoir donc également 14 places qui seront financées en partie par Fait d'Asile. Et donc ça, c'est vraiment une grosse avancée pour la structure d'avoir Fait d'Asile, donc qui est la structure qui accueille les migrants ici en Belgique, de financer ces places, et donc qui orientera les personnes qui subissent ces discriminations dans les centres. Et donc l'objectif... Vous avez combien de bénéficiaires, tu te souviens ? Alors actuellement, je n'ai pas le... Mais la maison, elle est quasiment... la maison Turing, donc les 14 places, elles sont quasiment toutes occupées. Et je pense qu'il doit y avoir une petite dizaine de places actuellement pour les migrants, puisqu'on est en attente de financement supplémentaire par Fait d'Asile. Et voilà, donc l'objectif, c'est de parler du refuge, de faire finalement de mettre un petit peu de visibilité sur ces situations qui arrivent encore. On pourrait se dire qu'en 2024, il n'y a plus personne qui fout son enfant en dehors de chez lui. Je peux vous le confirmer que ça arrive encore. Et puis voilà, aussi d'encourager ceux qui peuvent soutenir l'ASBL, l'association, ou éventuellement devenir bénévole, ou nous aider par telle ou telle compétence, ou pour nous mettre en relation avec telle ou telle structure. Donc voilà, c'est toujours un endroit important, et dans le stand, dans le village de la Pride, il y avait aussi différentes structures qui montraient différentes associations, par exemple pour les personnes trans, ou alors il y avait aussi une grande campagne de la police fédérale pour dire que les agressions à l'encontre des personnes queer ne sont pas acceptables, et les encourager à porter plainte. Donc ça, je pense que c'est aussi très important de savoir que on est soutenu. Et du coup, je reviens peut-être sur cette initiative citoyenne européenne, puisqu'on l'a aussi mis en avant à l'occasion justement de ce stand. Il y a une initiative citoyenne européenne qui a été mise en place justement à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, pour interdire dans toute l'Union européenne les pratiques de conversion, donc les conversions de thérapie, les thérapies de conversion, parce que c'est une bonne nouvelle. En Belgique, les thérapies de conversion ont été interdites cette année. C'était déjà le cas en France, mais ce n'est pas partout dans tous les pays que c'est aujourd'hui le cas. Et la Commission avait dans sa stratégie de proposer, ou en tout cas envisager, d'avoir une directive qui interdisent les conversions, les thérapies de conversion. Mais finalement, il n'y a pas aujourd'hui de proposition. Et donc, il y a des citoyens qui ont mis en place une initiative citoyenne. Donc, l'objectif, vous le savez, donc ces initiatives citoyennes, elles sont, c'est en gros une pétition. Et si elles recueillent 1 million de voix, en fait, dans une année, ça oblige la Commission européenne à faire une proposition législative.
Donc à ce stade, on a 24 124 signatures qui ont été recueillies. Il faut que ce million de voix soit recueilli dans plusieurs pays de l'Union européenne, et il y a différents seuils selon les pays. Et donc, eh bien, c'est très important de pouvoir mobiliser au moins, qu'on atteigne ces seuils dans au moins 7 pays. Et donc, on vous mettra le lien sur nos réseaux, mais on vous encourage à aller signer cette pétition. Et voilà, ça serait vraiment très chouette qu'on puisse réussir à vous dire l'année prochaine, à l'occasion de notre Pride Podcast 2025, que rendez-vous est pris. Eh bien, nous avons atteint l'objectif. Et donc que les thérapies de conversion vont probablement être interdites dans toute l'Union européenne. Alors peut-être un petit point pour ceux qui seraient un peu étonnés si vous n'avez jamais participé à ce genre de procédure, puisque c'est juridiquement contraignant pour la Commission européenne, eh bien il faut vérifier que ce n'est pas des robots qui signent ces pétitions. Et donc c'est pour ça qu'on vous demande certaines informations personnelles, parce qu'ils doivent vérifier qu'effectivement c'est des vraies personnes, qui sont des vrais citoyens de l'Union européenne, qui ont signé. Mais Max, on est d'accord que c'est sécurisé, tout ça. Et tout ça est sécurisé naturellement, puisque c'est sur le site de la Commission européenne. Il ne pourra pas en être autrement, Guillaume. Absolument. Bon, voilà, on est rassurés, c'est tout bon. Merci Max, c'est effectivement une initiative importante. Je ne sais pas si elle est chouette, mais en tout cas, elle est importante. Moi, je dirais même qu'elle est nécessaire. Tous ces petits pas qui doivent avancer jour après jour vers plus de tolérance et une société plus inclusive, puisque c'est un mot à la mode et un mot important. Une société inclusive, c'est inclure tout le monde et faire les efforts qu'il faut pour inclure tout le monde. Et on n'oubliera jamais de dire que l'élargissement des droits ne prive personne de droits. Voilà. Donc, c'est des droits en plus pour une catégorie de la population et pas des droits en moins pour une autre catégorie. C'est très important, effectivement. Merci, Max. Alors, on a peut-être quelques mots de réaction pour terminer ce podcast. On a une non-rubrique pour terminer ce podcast, voilà. Je dirais. Notre première non-rubrique, non, peut-être pas la première. Sur l'Eurovision, puisque l'Eurovision, c'est toujours un moment important dont on vous parle. Racontez-nous un peu, parce que nous, cette année, on n'a pas trop suivi. Voilà, on a un petit peu boycotté l'Eurovision, mais l'Eurovision s'est un petit peu boycotté lui-même, visiblement, cette année. En vrai, c'est que c'est juste qu'on n'était pas super intéressés, et puis on avait autre chose de prévu le soir de l'Eurovision, qui était plus intéressant. Il faut dire aussi que ça a été un chouette peu scandaleux. En famille, d'ailleurs, on aurait pu en parler dans notre rubrique Vie de couple, mais il y a eu tellement de drama aussi. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et donc il y a eu beaucoup de problématiques politiques autour de l'Eurovision cette année. On a quand même noté que ça a été même certains participants se sont vus refuser de venir avec le drapeau de l'Union européenne, alors qu'en principe les drapeaux des pays participants à l'Eurovision, le drapeau de l'Union européenne et le drapeau Rainbow sont autorisés. Mais là cette année ça a été un petit peu tendu. Il y a une consigne manifestement qui n'est pas super bien passée auprès du personnel de sécurité de la Malmö Arena à ce moment-là. Le IBU s'est excusé auprès du commissaire européen à la culture qui avait soulevé cette question en disant que non, en principe, pour eux, selon leur interprétation de leurs propres règles, le drapeau européen ne devrait pas être interdit. Bref, voilà, on aime bien faire des liens dans notre Pride Podcast avec notre Europodcast que vous pouvez toujours retrouver en ligne si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Voilà, mais on peut quand même se féliciter que pour la première fois, une personne non-binaire, officiellement non-binaire, ait gagné l'Eurovision. Donc c'est aussi une manière de visibiliser les différentes facettes de la communauté queer. Tout à fait. Et ben voilà. C'est déjà la fin ? Ben oui, déjà la fin de ce 16e épisode de la saison 5, Sniff, notre Pride Podcast à nous, auquel on tient beaucoup, vous le savez. On n'est pas désolé de vous donner chaque année cet état des lieux sur des droits pour les personnes et des personnes LGBTQIA+, dans le monde, car ça donne aussi un baromètre de notre société en général et nous appelle à la vigilance, de la même façon que notre Europodcast nous permet de faire un petit baromètre sur la démocratie. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs et pour nous c'est aussi important que vous puissiez écouter ce Pride Podcast.
Si le podcast Tranche de Coupe vous plaît, continuez à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre une note 5 étoiles, s'il vous plaît, parce que sinon, ça sert à rien. Ça, c'est pour les algorithmes. Bon, si vous écoutez des podcasts, vous êtes en général assez habitué de ce genre de choses. Et puis, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur YouTube, Twitter, un pouce bleu. Et puis, surtout, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce podcast, parce que c'est vrai qu'on parle dans le micro, on voit qu'il y a beaucoup d'audience, raisonnable, hein, on va pas se mentir, mais c'est super chouette aussi de pouvoir avoir des petits messages de votre part, et on est toujours très très heureux quand on voit les petits messages pour dire que vous avez trouvé telle ou telle rubrique intéressante ou passionnante, on ne sait jamais. Absolument. Donc ce podcast est diffusé, vous le savez, le lundi tous les 15 jours, en l'occurrence lundi soir, parce que jour de congé oblige, jour férié oblige. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Bye. Et souvenez-vous, restez toujours vous-même, à moins que vous ne puissiez être une licorne. Auquel cas, soyez toujours une licorne.